Qu'est-ce que c'est la liaison au sol? Une idée? Qu'est-ce qu'on a sur une ferme? Voilà, c'est un calcul de nitrate qui vient principalement, Thibault l'a dit, du nombre d'animaux qu'on a sur la ferme par rapport au nombre d'hectares qui sont exploités au niveau de la ferme. Donc pour ça, on va prendre l'année, donc je ne vais pas rentrer tout en détail, hein. Donc on va se référer sur ce qu'on déclare au niveau de la politique agricole commune, hein, donc les documents que vous devez signer ici pour demain, si vous faites, enfin non, pour le 30 avril maintenant. Et tous les transferts que vous organisez du 31 mars au 1er avril de l'année suivante. Donc pour ça, on va prendre toute la matière organique qu'on va retrouver sur la ferme, qu'on va calculer en fonction du nombre de bêtes ou d'animaux détenus. Donc on a vraiment des détails à partir de la caille jusqu'au taureau. Donc chaque animal peut être répertorié et on a ainsi un volume d'azote produit. Et vu qu'on a fait une déclaration PAC, donc déclaration de superficie, la région sait facilement faire le calcul en fonction du nombre d'animaux que vous détenez et vos surfaces. Donc le taux de liaison au sol doit être inférieur à 1, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On perd une partie de ses primes, d'accord? Et vu que dans 70% des cas en Wallonie, c'est le revenu de l'agriculteur, on évite. Donc ça, c'est une des conditions. Si on est sur une petite surface et qu'on a un grand nombre d'animaux, ou que la surface est beaucoup trop petite, on peut faire des contrats avec une autre exploitation qui n'a pas assez de fumier. Donc par exemple, une ferme de céréales ou de prairies. MCIS, formule magique? Mesure de conformité des infrastructures de stockage. Tous les jeunes qui veulent s'installer doivent respecter ça. Et c'est lié à la CISE. Donc ça veut dire qu'une fois que vous êtes conforme, vous avez une attestation de conformité, ce qui fait que vos infrastructures ne peuvent pas provoquer des écoulements dans l'environnement, etc., et contaminer par conséquent les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ça va concerner les fumières, donc soit couvertes ou pas, soit bétonnées avec récolteurs, soit autoriser du coup l'entrepôt de fumier en prairie ou en terre de culture, hein, à condition de respecter certaines limites par rapport aux routes, etc. Mais aussi les stockages via les citernes, donc soit en poche, soit les caillebotis, de 6 mois. Donc maintenir l'ensemble des déjections animales pendant 6 mois, toute la période hivernale. Donc, à partir de quand est-ce qu'on peut sortir et pendre, soit le lisier, soit le fumier? Vous avez une idée des dates qui sont interdites? Alors, du 15 septembre, souvent il y a des dérogations, au 15 janvier, normalement, on ne peut plus mener au lisier. D'accord? Oui, tout à fait. Et donc ici, ça c'est le grand tableau que chaque agriculteur est invité à coller dans son tracteur. À chaque foire de Libramont, vous pouvez aller chercher les autocollants. En tant que naturaliste, vous pouvez aller sur le stand de la région Wallonne, je pense, et récupérer ces autocollants et donner à l'agriculteur voisin si vous voyez qu'il ne respecte pas les dates. Donc, en dehors de ces dates-là, en fonction de si c'est du fumier, du compost ou de l'engrais, mais les dates ont été calculées aussi par rapport à la croissance des végétaux. Pour ne pas amener, évidemment, un apport de nutriments quand le végétal n'en a pas besoin. Alors ça dépend évidemment un peu en fonction des régions. Alors la météo, ici vous avez le PGDA, Programme de gestion durable de l'azote. Donc vous avez des évolutions très régulières. Donc on voit qu'il y a 10 ans, on était interdit à moins de 4 mètres des eaux de surface. D'accord. En 2005, on est passé à 6 mètres, ce qui est resté ici. Épandage des fertilisants organiques, interdit sur sol enneigé, sol inondé, avant et après culture de légumineuses, évidemment, vu que les légumineuses peuvent capter l'azote atmosphérique. Épandage de lisier, purin, effluent de volaille interdit sur sol gelé, sol nu, sauf s'il y a une incorporation. Donc on voit que les agriculteurs se sont équipés aussi, on voit de plus en plus de tonneaux à lisier avec patins, etc. Donc au niveau de l'évolution, en 2013, c'est très très semblable. Et désormais, donc celle qui est en application depuis 2016, on voit qu'il y a une grande différence entre fumier et lisier. Donc clairement, tout ce qui est lusier, etc., n'est pas utilisable
sur les sols gelés, nus, etc., tout ce qui n'est pas couvert et tout ce qui ne va pas directement utiliser la matière qu'on apporte. Alors il y a autre chose qui n'est pas dans ce tableau-là, c'est évidemment l'utilisation, et c'est Nicolas, c'est ça? Non. Damien, pardon, qui a fait l'intervention sur tous les décomposeurs. Quel est le type d'engrais, on va parler comme ça, de fumure qui sera le plus propice à développer les décomposeurs? Dans le fumier, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas uniquement de l'azote, d'accord? On a la paille, les déchets de foin que les vaches ont ramenés, etc. au niveau de la fumure. Et du coup, elles vont être décomposées par de nombreux insectes qui vont aérer votre sol, mais aussi permettre de l'enrichir quand ils vont mourir, etc. Mais de garder aussi une certaine chaleur de votre sol, une certaine énergie calorique en fait due à leur mouvement, etc. Et du coup, tous les vertébrés qui les mangent. Alors, comment est-ce qu'on est venu à l'azote minéral? On nous a dit que si on les mettait, on aurait beaucoup plus. Sauf qu'on n'a pas pris en compte, évidemment, la disparition des décomposeurs et donc la non-valorisation des feuilles mortes, etc., qui tombent naturellement sur le sol. Et donc une perte de biodiversité et de richesse au niveau de votre sol, donc richesse future avec les excréments des invertébrés, etc. Donc, quelle est la grande différence entre les engrais minéraux, donc en jaune ici, et les engrais de ferme? Donc, soit non maîtrisable, ça veut dire quand c'est les animaux qui pâturent, on ne sait pas vous dire exactement la quantité, le volume qui est épandu, etc. Par contre, ce qui est épandu via les machines, ça, on le sait très bien compter. Donc, on voit que l'azote est presque équivalent. Le phosphore, beaucoup plus riche en fait, dans les matières organiques issus de la ferme. Et la potasse, donc le K ici, on voit qu'il est beaucoup, beaucoup plus présent. Donc, ce qui est bien de faire, c'est de comparer avec les besoins de la plante. Donc, quand une plante, ici c'est chlorose, etc., c'est tout ce qui est un petit peu maladie, hein. Donc c'est quand elles sont en manque. On voit que le potassium, en fait, est très, très fréquent. Le phosphore, donc c'est les deux grands manques qu'on va retrouver au niveau de la plante. Ensuite vient l'azote. Donc les trois vraiment éléments importants qu'on retrouve suffisamment dans nos engrais de ferme. Merci Vanessa pour ta présentation. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-André Hénin, qui est agriculteur sur une ferme en polyculture élevage bovin laitier. Merci Marc-André déjà d'être présent. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marc-André Hénin. Je suis producteur laitier dans le village de Pont-de-Rome, donc dans la commune de Borin, pas loin d'ici. Donc, nous, c'est une ferme en polyculture, élevage, production laitière en bio depuis avril 2009. Donc, moi, j'ai terminé mes études en 2007. J'ai commencé à travailler avec papa. Et puis, on a repris, j'ai repris en 2008 et on est passé en bio en 2009. Ensuite, il y a mon frère qui nous a rejoint en 2014 et ma sœur en 2015. Donc, ici, on a une ferme de 75 hectares avec bail. Et maintenant, depuis cette année-ci, 35 hectares de contrats qui sont venus se rajouter supplémentaires. Donc, ce que j'espère, c'est qu'avec ces contrats, on sera enfin 100% autonome en paille, céréales et fourrage pour notre bétail, même les années de sécheresse. Parce que sinon, on était autonome en 2016, qui était une très bonne année pour nous. Mais 2017 et 2018, ça a été catastrophique. Donc, ce que j'espère, c'est de devenir autonome, même les mauvaises années. Donc, c'est ça un petit peu l'objectif de cette évolution. Et ensuite, progressivement, ici, on a implanté 27 hectares de céréales à moissonner pour l'année prochaine. Normalement, on devrait en avoir beaucoup trop pour les bêtes. Donc, ce que j'espère à partir de l'année prochaine, c'est recommencer à produire des céréales à plus haute valeur ajoutée. Et c'est pour ça que, ici, la réflexion au niveau des effluents d'élevage sur les prairies, mais je dois avouer que la réflexion, elle est assez facile. Et les prairies, elles sont assez faciles à gérer. Par contre, ça devient beaucoup plus intéressant quand on commence à faire des cultures. Et ça devient beaucoup plus complexe. Et c'est là que ça devient, que je trouve intéressant de s'y intéresser beaucoup plus et de ce que ces effluents représentent en termes de richesse. Et donc ici, déjà, moi, ma première surprise, c'est quand on voit le taux de liaison au sol, sur notre ferme, donc, tous nos animaux sont mis juste sur les 75 hectares et on est à un LS de 0,6. Et par contre, avec les effluents qu'on produit, on a largement de quoi gérer les 35 hectares sous contrat.
Donc quand je vois, ça me pose quand même question quand je vois des fermes qui sont juste en dessous de 1, qui ne font pas de contrat d'épandage et qui en plus utilisent de l'azote de synthèse. Moi ça me chipote quand même pas mal, quoi. Alors ensuite, sur la ferme, nous ce qu'on aimerait bien faire, on a énormément de fumier, mais nous pas un fumier. On met de la paille, mais on va considérer que c'est un fumier mou parce qu'on a énormément de lisier qui est mélangé avec. Donc ça fait un engrais à action mi-rapide, mi-lent. Donc, ce qui est très intéressant. Mais par contre, ce qui nous manque sur la ferme, c'est un engrais à action très rapide. Pour ça, on a une citerne à purin. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est améliorer la qualité de notre purin par la construction d'un toit sur notre fumière pour diminuer les eaux de pluie qui vont venir se mettre sur la fumière et ainsi augmenter la concentration en azote dans notre purin. Et donc, avoir un engrais rapide qui est beaucoup plus intéressant à valoriser et à manipuler. Et ensuite, sur les toits de cette fumière, on aimerait bien mettre des panneaux solaires pour l'autonomie en électricité de la ferme. Donc comme ça, le toit au-dessus de la fumière ne coûterait pas trop cher. Parce que sinon, c'est difficile à justifier, juste pour améliorer un petit peu la qualité du purin. Ensuite, ici, sur la ferme, on est parti Donc, pour reparler un peu plus de la ferme, après le passage en bio, en fait, le passage, nous, il a été très facile parce qu'en fait, il y a à peu près 30 ans maintenant, papa a commencé à se rendre compte, on est sur des terres qui sont très très pauvres, donc c'est en Famenne, mais il y a 5 hectares qui sont dans le creux d'une vallée, et il y a 70 hectares qui sont sur le dessus, et là on a à peu près 10 cm de terre arable avec beaucoup de cailloux, enfin ceux qui sont de la région connaissent, et ce qui fait que, à l'époque, papa, quand il a eu terminé ses études, il avait appris à mettre des engrais, des phytos, et c'était génial au début parce que les rendements explosaient. Donc c'était un petit peu magique, mais progressivement, il a fallu augmenter les doses et les rendements ont continué à diminuer. Donc c'est à peu près il y a 30 ans qu'il s'est intéressé à ce qu'on appelait l'agriculture raisonnée à l'époque. Et c'était la méthode Roland Pigeon avec TMCE, enfin TMCE maintenant, mais c'était PRP à l'époque. Et l'objectif, c'était réduire les phytos et les engrais tout en stimulant l'activité des micro-organismes du sol. C'était ça un peu les grands principes. À l'époque, ils étaient un peu précurseurs. Maintenant, je pense qu'il y a énormément d'alternatives différentes possibles qui travaillent selon la même philosophie. Et il y a plein d'options. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on est passé en bio, on n'a presque rien changé. Et je dirais même que ça s'est amélioré parce que le fait d'être en bio, on s'est amené à se poser beaucoup plus de questions. On a suivi les formations de l'UNAP aussi à l'époque. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen d'améliorer en fait nos pratiques. Et on a revu, on a beaucoup circulé, on a revu beaucoup d'autres agriculteurs. Ce qui fait qu'en améliorant nos pratiques, on a même amélioré les rendements qu'on avait sur la ferme. Je ne dirais pas que c'est le fait d'être en bio, je dirais plutôt que c'est le fait de se poser un petit peu des questions sur notre manière de faire, quoi, voilà. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, avec ces 120... Ah oui, parce qu'en plus des 35 hectares sous contrat 75, à partir du 1er avril de cette année-ci, on va commencer à... Enfin, on le gère depuis le mois de décembre, mais on va seulement pouvoir mettre les vaches dedans à partir du 1er avril. On a une réserve de 5 hectares à gérer avec les vaches. Enfin voilà. Et donc tout ça pour dire, nous ici sur la ferme, notre attitude, c'est qu'on essaye de faire ce qui nous semble le plus logique et le plus cohérent d'un point de vue agronomique. Et puis après, on essaye de voir ce qu'il est faisable de faire, un peu comme Dimitri, pour améliorer les choses. Et nous, ça ne nous réussit pas trop mal. Parce que par le passé, quand papa se dirigeait vers sa fin de carrière, il a plutôt orienté sa ferme sur... il n'a pas réfléchi au niveau agronomique, il a commencé à réfléchir en termes de primes et tout doucement, ça nous a emmenés vers quelque chose qui n'avait pas de vie sur le long terme. Je pense que si j'avais continué ce que papa avait entrepris, je serais tout seul sur la ferme aujourd'hui et j'arriverais à peine à en vivre. Tandis qu'aujourd'hui, on est 4 sur la ferme, mais il a fallu 10 ans pour réorienter un petit peu la ferme. On a développé la vente directe et maintenant, ce que j'espère, c'est pouvoir développer d'autres ateliers grâce aux animaux. Donc ici, maintenant, pour être le plus cohérent possible, moi j'aime bien la définition de... Enfin, si vous voyez le film Les Libertaires, il y a un monsieur, un flamand dedans, un Rémi qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais il dit l'avantage premier des animaux, c'est d'abord la matière organique qu'elles produisent, puis après le lait, et puis en dernier lieu la viande. Et donc ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est, bien sûr, nous, notre objectif, c'est de produire du lait pour le transformer, mais c'est maintenant, grâce à cette matière organique,
pouvoir développer d'autres activités et ainsi pouvoir développer un atelier porc et un atelier volaille sur la ferme. Mais alors là, on n'a plus assez de main-d'œuvre et donc ce que j'espère, c'est pouvoir recommencer à embaucher. Donc voilà, moi ce que j'aime bien de rappeler, c'est que oui, on fait 500 000 litres de lait, mais comme on est 4, ça fait 120 000 litres par personne et 20 vaches laitières par personne active sur la ferme. Et pour le moment, il faut... Enfin voilà, il y a du boulot, mais il faut être attentif pour que ça tienne la route sur le long terme. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu dressé le tour. Merci beaucoup Marc-André pour ta présentation, ton témoignage éclairant sur la manière de valoriser ces fumiers.